Salut, je m'appelle Fabien Licard. Aujourd'hui, je vais vous présenter plusieurs des biais cognitifs qui sont cachés au fond de votre cerveau. Vous n'avez jamais eu l'impression dans un travail collectif de tout faire vous-même, en fait, comme si tout dépendait de vous? C'est normal, c'est l'effet Ringelmann ou l'effet de la paresse sociale. Je m'explique. Lors d'un travail de groupe ou d'une tâche collective, un individu a tendance à moins faire sa part du travail que s'il le faisait tout seul. En 1913, Ringelmann a fait une expérience. Il a réuni des personnes pour tirer sur une longue corde de 5 mètres. Et il s'est aperçu en faisant des mesures que lorsqu'une personne tirait seule, elle déployait beaucoup plus d'énergie que lorsqu'ils étaient à plusieurs à tirer sur la corde. En gros, quand on travaille en groupe, on fournit moins d'efforts, déjà parce qu'on perçoit le groupe, donc on sait que des gens vont y aller. En plus, on voit moins l'objectif parce qu'il devient collectif. Et puis dans le fond, on a un petit truc au fond de notre cerveau qui nous dit « je vais pas tout faire moi, parce que qu'est-ce qui me dit que les autres y travaillent assez ?» Ben rien justement, et comme on se dit tout ça, on baisse le niveau. Vous vous demandez peut-être s'il y a une astuce pour lutter contre ça? Évidemment! L'astuce, c'est de commencer par référencer l'ensemble des tâches, de les découper en sous-tâches et d'attribuer une sous-tâche à chaque personne. Comme ça, le travail reste collectif, mais on a chacun une mission individuelle. Attention, on fait une expérience psychologique, vous et moi, là tout de suite. Vous voyez deux formes apparaître. Vous voyez celle-ci qui a plutôt des angles, un peu comme ça, et celle-ci qui a franchement des rondeurs un peu partout. Ces deux formes ont des noms. L'une d'elles s'appelle Booba, l'autre s'appelle Kiki. Réfléchissez car vous allez attribuer le nom Booba à l'une des deux formes et le nom Kiki à l'une des deux formes. Allez-y, laquelle s'appelle Booba, laquelle s'appelle Kiki? C'est terminé. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez attribué les noms, mais je sais déjà que l'extrême majorité d'entre vous a appelé la forme arrondie Booba et la forme anguleuse Kiki. Ça n'a aucune logique. Et pourtant, on est tous d'accord pour dire que celle qui a des angles, c'est quand même Kiki. Votre cerveau va trouver des justifications en disant « Oui, mais c'est le son que ça marche bien avec les angles. » Oui, mais pourquoi ? Ça n'a aucun sens. L'effet Booba-Kiki, c'est un principe en psychologie qu'on constate mais qu'on n'arrive pas à expliquer et qu'on va aussi constater dans la culture. Par exemple, dans les films, vous vérifierez, les méchants ont plutôt des angles sur le visage. Regardez Cruella dans Les 101 Dalmatiens, par exemple. Alors que les personnes très sympathiques et très gentilles sont toutes arrondies. On n'a pas fait plus arrondi que Mickey. Et vous allez me dire, oui, mais Fabien, quand quelqu'un est ni sympa ni méchant, qu'on veut lui donner les deux teintes, ben, prenez le vieux monsieur dans le film Là-haut. Il n'est pas Booba, il n'est pas Kiki, on lui a fait une tête, poum 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 poum, rectangle. Bon allez, on termine un petit test alors avec des personnalités. Est-ce que cette personne-là, elle est Booba ou elle est Kiki? Est-ce que celle-ci, elle est Booba ou elle est Kiki? Et puis on termine par moi, je suis Booba ou Kiki? Est-ce que vous le saviez, un peu d'eau et un peu de sucre, ça peut vous guérir. On appelle ça un placebo. Pour qu'un médicament soit vraiment efficace, il faut que la personne qui prenne un médicament ait conscience qu'elle prenne ce médicament et qu'elle sache sur quoi le médicament va agir. C'est un déclenchement par anticipation, le cerveau est au courant qu'on va être traité. Donc il met déjà en place des processus où il va par exemple libérer des antalgiques, parce qu'on fabrique des hormones endogènes qui sortent directement du cerveau, qui peuvent agir sur notre santé. Ça fonctionne sur des petites choses, on ne pourrait pas malheureusement guérir d'un cancer avec un placebo. En 2007, donc une étude est menée avant le lancement d'un nouvel antidépresseur. Un jeune homme de 26 ans s'inscrit à cette étude, et comme c'est en double aveugle, il ne sait pas lui-même s'il va recevoir les antidépresseurs ou les placebos, donc des médicaments qui n'ont aucun effet actif, pas plus que de la flotte. Mais voilà, ce jeune homme traverse une mauvaise passe et malheureusement il décide de mettre fin à ses jours. Il va avaler 29 des médicaments qui lui ont été donnés, donc peut-être des antidépresseurs. Et a priori ça doit être ça parce qu'il sent sa tension chuter. Il va avoir de grandes difficultés à respirer. Malheureusement, il risque d'atteindre son but, mais heureusement, il est retrouvé et amené aux urgences. Aux urgences, on le prend en charge, on le traite et on vérifie ce qu'il a ingéré, des placebos. Comme il avait avalé 29 médicaments placebo, donc de l'eau et du sucre, mais qu'il était persuadé que c'était 29 antidépresseurs, il a ressenti les effets potentiels de dégradation de sa respiration et de son cœur, alors qu'il n'y avait littéralement rien. C'est assez bluffant. Est-ce que vous êtes pour ou contre les voitures électriques? Qu'est-ce que vous pensez de la composition de l'équipe de France? C'est terrible, le cerveau n'aime pas le vide. À partir du moment où je vous pose cette question, vous avez un avis tout de suite et une position que vous êtes capable de défendre. Mais assez rapidement, quand on défend quelque chose, nos arguments ils sonnent un petit peu creux. Cette capacité qu'on a à parler de tout, de défendre notre point de vue corps et âme, ça s'appelle l'ultra-crépidarianisme, autrement appelé l'effet Dunning-Kruger. Moi par exemple, j'y connais rien en rugby, mais rien du tout, à part que je suis de La Rochelle, donc je suis pour mon équipe. Mais du coup, j'avais un avis sur l'équipe de France, et plus on m'a parlé, plus je maintenais mon avis. Ce phénomène a été décrit en 1999 par les deux scientifiques Dunning
et Kruger. Il y avait un indice dans le titre. Les expériences ont démontré que moins on maîtrise un sujet et plus on a des positions fortes sur ce sujet. C'est très étonnant, d'ailleurs on peut s'amuser à le symboliser avec une courbe comme ça, voilà, qui redescend après parce qu'on commence à connaître le sujet, donc on fait attention, on nuance un petit peu et puis après ça stabilise dans notre manière de communiquer sur le sujet. En gros, quand on n'y connaît rien, on défend corps et âme notre position, après on apprend à connaître le sujet, donc on s'aperçoit qu'en fait on sait rien du tout et on n'est même plus capable d'avoir un avis tranché, et enfin on devient assez sage et expérimenté sur la question, et du coup on est tout à fait nuancé. C'est ces personnes qui vous répondent toujours « ça dépend parce que », eh bien à elles, on peut leur faire un peu plus confiance. Imaginez, vous êtes dans le métro, une personne se fait agresser, et là, il vient en vous un sentiment de super-héros. Non, on ne va pas laisser passer ça. Ça, c'est ce qu'on se dit quand on parle entre nous d'une situation où on se dit « oh là là, personne n'a bougé, si j'avais été là, ça aurait été autrement ». C'est pas si sûr. Dites-vous qu'en 1968, une personne nommée Kitty dans les rues de New York se fait violemment agressé et assassiné de plusieurs coups de couteau en pleine rue. Et pourtant, personne n'a bougé. Ça a interpellé deux chercheurs. John Darley et Bill Blatany ont voulu mettre en place une expérience pour comprendre qu'est-ce qui se cachait dans le cerveau pour le pousser à rester inactif justement. Alors l'expérience est très simple. Ils mettent dans une pièce une personne avec une deuxième personne mais qui est complice de l'expérience. Ce complice va simuler un malaise et on va voir si la personne à côté va réagir. Jusque-là, pas tellement de surprise. Lorsqu'ils ne sont que deux, le complice et le sujet qui ne sait pas qu'il participe à une expérience, eh bien le sujet réagit et va porter secours à la personne qui fait un malaise. Mais plus on rajoute de personnes dans la pièce et plus au moment où le complice simule son malaise, moins les personnes vont bouger. Parce qu'intérieurement, le cerveau s'enlève une partie de la responsabilité et se dit que de toute manière, quelqu'un va intervenir. Donc c'est bon. Néanmoins, maintenant que vous le savez également que l'impulsion peut dépendre de vous. Il suffit qu'une seule personne se mette à porter secours à une personne pour que le groupe ensuite suive. Et puis même si parfois vous vous dites « bah là, je vois du feu, je vais quand même pas appeler les pompiers, quelqu'un a dû le faire », appelez-les, on ne sait jamais. Est-ce qu'on a tous un bourreau qui sommeille à l'intérieur de nous? C'est pas complètement impossible si on regarde l'étude de Stanford réalisée en 1971 par Zimbardo. L'expérience avait pour but de mesurer l'impressionnabilité des gens et leur degré d'obéissance. Zimbardo a créé deux groupes parmi les volontaires de l'expérience. Un groupe de gardiens de prison qui vont jouer ce rôle-là, et un groupe de prisonniers qui vont jouer ce rôle-là. Tout le monde est rentré assez facilement dans son rôle, et un peu trop parce que rapidement, les vrais faux gardiens de prison ont dépassé ce qu'on leur avait demandé par des comportements physiques ou psychologiques un peu trop violents. Les gardiens de prison qui avaient le pouvoir sur les prisonniers n'en usaient pas, ils en abusaient. Et finalement, au bout de 6 jours, l'un des participants a dit « attention, mais là, ça va trop loin ». Il n'y a pas de maîtrise dans ce qu'on fait, il a prévenu Zimbardo, il lui a fait état de ce qui est en train de se passer. Zimbardo en a pris acte et a stoppé net l'expérience au bout de 6 jours alors qu'elle devait durer 2 semaines. L'une des conclusions de l'étude démontre qu'un tiers des gardiens avaient des comportements sadiques vis-à-vis des prisonniers. Et beaucoup de prisonniers furent traumatisés psychologiquement par cette expérience. Aujourd'hui, l'expérience de Stanford est un petit peu remise en question au niveau de ses résultats, mais quand même, elle nous renvoie à quelque chose. Combien de fois on a dit oui ou non à quelqu'un parce qu'il représentait une figure d'autorité? Est-ce que la figure d'autorité a toujours raison? Est-ce qu'elle ne doit pas être corrélée de sa compétence? Comment on fait pour le déterminer? Est-ce qu'on doit toujours obéir aveuglément? Je pose la question. Quand vous rencontrez quelqu'un, ne vous fiez pas à votre première impression, je vous explique pourquoi. Parce que dans votre cerveau, il existe un phénomène, un biais cognitif qu'on appelle l'effet de halo. L'effet de halo, il va faire que vous allez attribuer plein de belles caractéristiques d'intelligence, de confiance, d'humour à une personne simplement parce qu'elle est jolie. C'est ça l'effet de halo. En gros, si votre cerveau trouve une personne agréable au regard, il va lui attribuer des compétences supplémentaires pour rien. Ou peut-être pour quelque chose, mais pas pour les bonnes raisons. C'est en 1920 que le psychologue américain Edward Thorndike pour les Frenchies, va mettre en évidence l'effet de halo. Il va mettre une expérience sociale en place assez simple. Il demande à des officiers d'aller juger leurs subordonnés, mais sans leur parler. Ils doivent simplement les passer en revue, les regarder et dire ce qu'ils pensent d'eux. Et là, ça n'a pas manqué.
Tous les subordonnés qui avaient un physique plutôt attrayant, qui étaient bien constitués, qui étaient de grande taille, ont reçu de la part des officiers une note comme quoi ils seraient plus intelligents que les autres, alors qu'ils leur avaient jamais parlé, je vous le répète. Comment on lutte contre ça? Comment on lutte contre l'effet de halo qui fait qu'on a un élan de confiance et qu'on attribue des belles caractéristiques à une personne juste parce qu'elle nous est agréable au regard? Eh bien déjà, on a conscience que ça existe. Je veux dire, c'est tout bête, mais si vous savez que l'effet de halo existe, vous allez commencer à vous en méfier. Et puis le deuxième point, c'est d'aller chercher des données. Il faut discuter avec la personne, il faut la rencontrer et il faut suspendre son jugement avant de se faire un avis sur elle. C'est pas le plus simple, mais on peut le faire.